Tard ce soir-là, elle a eu un sourire en coin, j'ai eu une aventure d'un soir, et je recommencerai. Après 26 ans de mariage, elle a admis avec désinvolture m'avoir trompé lors de notre dîner d'anniversaire. Elle a dit qu'elle recommencerait. J'ai calmement fini de manger pendant qu'elle attendait des larmes ou de la rage. Elle n'a eu ni l'un ni l'autre. Ce qu'elle a obtenu, c'est un avocat spécialisé en divorce, des comptes gelés et un test ADN qui a tout fait voler en éclats. Je m'appelle Paul Garrison. J'ai 54 ans et, jusqu'à récemment, je pensais avoir tout compris à la vie. Contrôleur de gestion pour une entreprise manufacturière de taille moyenne, 2 enfants devenus des adultes respectables, une maison en banlieue que nous avions fini de payer avec 5 ans d'avance. J'ai travaillé dur, j'ai subvenu aux besoins de ma famille et j'ai fait profil bas. Ma femme, Angela, 52 ans, était mon amour de jeunesse à l'université. Nous avions construit une vie ensemble, ou du moins, c'est ce que je croyais. Ce samedi soir-là a commencé comme n'importe quel autre. Je suis rentré après avoir fait quelques courses pour trouver Angela dans la cuisine, ce qui était inhabituel. Elle ne cuisinait presque plus, prétendant qu'elle en avait assez fait en élevant les enfants. Mais elle était là, debout près de la cuisinière, vêtue d'une robe noire que je n'avais jamais vue, remuant quelque chose qui sentait le vin coûteux et les mauvaises décisions. « Tu cuisines ?» ai-je demandé en posant mes clés sur le comptoir. Elle ne s'est pas retournée. Je pensais qu'on pourrait avoir un bon dîner. Juste nous deux. La table était déjà dressée, bougies, serviettes en tissu, la belle porcelaine que nous gardons pour les fêtes. Du vin rouge et des verres en cristal qui captaient la lumière déclinante du soleil à travers la fenêtre. Cela semblait mis en scène, comme une séquence de film où quelqu'un s'apprête à annoncer une mauvaise nouvelle. Je me suis assis. Elle a apporté 2 assiettes, une sorte de poulet avec des légumes rôtis. C'était bon, mais mon appétit disparaissait déjà. Quelque chose dans ses yeux, la façon dont elle me regardait puis détournait le regard, me disait qu'il ne s'agissait pas de raviver la flamme. Nous avons mangé dans un quasi-silence pendant environ 10 minutes. Elle a rempli son verre de vin 2 fois. Je n'avais pas touché au mien. Puis elle a posé sa fourchette, s'est adossée à sa chaise et a souri. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était quelque chose de plus froid, presque triomphant. « Je dois te dire quelque chose », a-t-elle dit. J'ai levé les yeux de mon assiette. J'ai eu une aventure d'un soir. Elle a marqué une pause, observant mon visage pour y guetter une réaction. Et honnêtement, je recommencerai. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre nous comme de la fumée. Je sentais qu'elle attendait, s'attendant à ce que j'explose, que je crie, que j'exige des détails, peut-être que je lance quelque chose. C'est ce qu'elle voulait. J'ai réalisé qu'elle cherchait une réaction, du drame, une validation prouvant que je tenais encore assez à elle pour perdre le contrôle. Au lieu de cela, j'ai pris ma fourchette et j'ai pris une autre bouchée, j'ai mâché lentement, avalé, et reposé la fourchette avec un soin délibéré. D'accord, ai-je dit. Son sourire a vacillé un instant. D'accord ? C'est tout ce que tu as à dire ? Je me suis levé, j'ai pris mon assiette et je me suis dirigé vers l'évier, je l'ai rincé, séché et rangé dans le placard à sa place. Derrière moi, je pouvais l'entendre bouger sur sa chaise, la confusion palpable dans son silence. « Paul, est-ce que tu m'écoutes seulement ?» Je me suis retourné et je l'ai regardé droit dans les yeux. « Je t'ai entendu. » Puis je suis monté dans notre chambre, j'ai fermé la porte et je me suis assis au bord du lit. Mes mains ne tremblaient pas. Ma respiration était régulière, car ce n'était pas une surprise. Pas vraiment. C'était une confirmation, et je me préparais à ce moment depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait l'imaginer. Le dossier sur mon ordinateur portable intitulé « Plan d'urgence » grossissait depuis 8 mois. Relevé bancaire, archives de mai, images de caméras de sécurité. Elle ne savait pas que j'avais configuré une sauvegarde automatique sur le cloud. J'avais appris à être patient, à tout documenter, à attendre qu'elle fasse le premier pas. Et maintenant, elle l'avait fait. Au matin, quand elle s'attendrait à son café habituel apporté au lit comme je le faisais depuis plus de 2 décennies, elle découvrirait que certaines routines meurent en silence. Pas de cris, pas de supplications, juste le bruit de son monde commençant à se dérober sous ses pieds, un compte bloqué à la fois. Les dimanches matins suivaient un rythme précis. Je me réveillais à 6h30, descendais, moulais les grains de café qu'Angela préférait, ceux de cette boutique hors de prix du centre-ville, préparais une cafetière pleine, lui versais une tasse avec exactement une dose de crème et un demi-sucre,
et la montait sur le plateau en bois que sa mère nous avait donné il y a des années. Elle s'étirait, souriait, faisant semblant que nous étions encore le couple de nos photos de mariage. Ce matin-là, je me suis réveillé à 6h30 comme toujours, mais au lieu de me diriger vers la cuisine, je me suis habillé. Pantalon de costume, chemise boutonnée, le blazer bleu marine que je portais aux réunions trimestrielles du conseil d'administration. Je me suis peigné, j'ai mis de l'eau de Cologne et j'ai pris ma mallette en cuir dans le placard. À 7h15, je descendais les escaliers, clé en main, quand j'ai entendu du mouvement dans la chambre. La voix d'Angela, groggy et confuse, a traversé la porte. « Paul, tu fais du café ?» Je n'ai pas répondu, j'ai continué à marcher. Dans la cuisine, je me suis versé un verre d'eau, je l'ai bu lentement en regardant par la fenêtre notre jardin. La balançoire que nous avions construite pour les enfants était toujours là, rouillée maintenant, mais debout. Je me suis souvenu de Logan à 5 ans, Nathalie à 3 ans. Tous les deux riant pendant que je les poussais de plus en plus haut. Angela était à l'intérieur au téléphone avec sa mère, regardant à peine. J'ai entendu des pas dans l'escalier. Plus rapide maintenant, urgent. Elle est apparue dans l'embrasure de la porte de la cuisine, les cheveux en désordre, portant ce peignoir en soie que je lui avais offert pour Noël il y a 3 ans. Celui qu'elle disait être trop cher, mais qu'elle portait constamment quand elle voulait se sentir élégante. « Où vas-tu » a-t-elle demandé. J'ai posé le verre dans l'évier. Dehors. Dehors où? C'est dimanche matin. J'ai pris ma mallette et je l'ai regardée droit dans les yeux. Le mot de passe du compte chèque joint a été changé. Son visage s'est vidé de toute expression. Quoi? Tu m'as entendu. Je suis passé devant elle vers la porte d'entrée. Elle m'a suivi, la voix montant dans les aigus. Paul, de quoi tu parles? Pourquoi changerais-tu le mot de passe? J'ai ouvert la porte, sortant dans l'air frais du matin. Essaie de te connecter. Tu verras. Paul. Elle se tenait sur le porche maintenant, pieds nus, les bras croisés. C'est ridicule. Remets-le comme avant. Je suis monté dans ma voiture et j'ai démarré le moteur. À travers le pare-brise, je pouvais voir son visage passer de la confusion à la colère. Elle a sorti son téléphone, essayant probablement d'accéder au compte sur le champ. Je savais ce qu'elle verrait, accès refusé. J'ai reculé hors de l'allée et je suis parti. Dans mon rétroviseur, elle était toujours là, téléphone à la main, semblant plus petite que je ne l'avais jamais vue. Je ne suis pas allé au bureau. Je suis allé dans un café à 3 villes de là, le genre d'endroit où personne ne me connaissait. J'ai commandé un café noir et un bagel, je me suis assis près de la fenêtre et j'ai sorti mon téléphone. 3 appels manqués d'Angela déjà. Puis un SMS, c'est quoi ce bordel? Un autre, tu es dramatique. Un autre, je n'ai pas le temps pour ça. Répare le compte. J'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai ouvert mes emails. Le message que j'avais rédigé la veille était toujours là, prêt à être envoyé. Objet, mise à jour de l'accès au compte. Destinataire, notre conseiller financier, notre comptable, notre avocat successoral. J'ai cliqué sur envoyer. Dans les 20 minutes, Angela essaierait de les appeler tous les 3. Ils lui diraient tous la même chose, Monsieur Garrison a demandé des restrictions temporaires sur les actifs conjoints en attendant un examen juridique. Pour toute question, veuillez consulter un conseil juridique indépendant. Conseil juridique indépendant. Ces 3 mots allaient tomber comme un coup près. J'ai fini mon café, ouvert mon ordinateur portable et commencé à passer en revue la phase suivante. À midi, son abonnement au spa serait rejeté. À 14h, le paiement du club de vin échouerait. Le soir, le prélèvement automatique pour la location de sa voiture serait refusé. Je ne détruisais rien. Je retirais simplement ma participation, calmement, méthodiquement, la laissant découvrir morceau par morceau à quel point sa vie confortable avait été construite sur mon silence. Elle pensait que mon calme la veille signifiait que je m'en fichais. Elle était sur le point d'apprendre que cela signifiait que j'étais déjà passé à autre chose. Le lundi matin, le monde d'Angela commençait à s'effilocher sur les bords. Je le savais parce que je l'avais conçu ainsi. Chaque fil que je tenais depuis des années, je le lâchais maintenant un par un, observant combien de temps il lui faudrait pour remarquer que la structure s'effondrait. Je suis allé travailler comme d'habitude. J'ai vérifié mes emails, examiné les rapports financiers, assisté à la réunion opérationnelle du matin. Mon assistante, Karen,
m'a demandé si je me sentais bien. Je lui ai dit que je ne m'étais jamais senti aussi bien, et je le pensais vraiment. Vers 10 heures, mon téléphone a commencé à vibrer. Angela. J'ai laissé aller sur la messagerie. Puis un autre appel, puis 3 SMS en succession rapide. Le spa a appelé. Ils ont dit que le paiement de mon abonnement a échoué. Ma carte de crédit a été refusée à l'épicerie. Paul, qu'est-ce que tu as fait? J'ai empoché mon téléphone et je me suis remis au travail. Au déjeuner, je suis allé au cabinet de mon avocat. Pas l'avocat successoral que nous utilisions ensemble. Celui qui avait géré le testament de mon père. Indifférent. Philippe Crane, spécialiste du divorce, ancien procureur, le genre d'avocat qui ne prenait pas les affaires qu'il ne pouvait pas gagner. Son bureau était au centre-ville, 12e étage, fenêtre donnant sur la rivière. Professionnel, intimidant, exactement ce dont j'avais besoin. Paul, dit-il en me serrant la main. Content de vous voir. Asseyez-vous. J'avais contacté Philippe il y a 3 mois. Je lui avais exposé la situation dans les grandes lignes. Soupçon d'infidélité. Besoin de protection des actifs. Il m'avait donné une feuille de route, tout documenté. Sécuriser les finances. Attendre la confirmation. Maintenant, je l'avais. Elle a avoué, ai-je dit en m'installant dans le fauteuil en cuir face à son bureau. Samedi soir. Elle l'a dit carrément. Une aventure d'un soir et elle recommencerait. Philippe a hoché la tête lentement, griffonnant des notes sur son bloc-notes. Témoin. Juste moi, mais j'ai un enregistrement. Il a haussé un sourcil. Un enregistrement? Système de sécurité domestique. Audio et vidéo. Elle ne sait pas que ça sauvegarde sur le cloud. J'ai toute la conversation. Il a posé son stylo. C'est solide. Qu'avez-vous d'autre? J'ai sorti une clé USB de ma mallette et l'ai fait glisser sur son bureau. Relevé bancaire montrant des dépenses irrégulières, frais d'hôtel sur sa carte de crédit, SMS entre elle et un certain Travis Keller. C'est un consultant dans l'entreprise de marketing de son ami. Ils se sont rencontrés lors d'un événement de réseautage il y a 8 mois. Philippe a branché la clé, ouvert les fichiers sur son ordinateur. Il les a fait défiler en silence, son expression immuable. Après plusieurs minutes, il a levé les yeux. C'est minutieux. Très minutieux. Je suis contrôleur de gestion, ai-je dit. Les détails, c'est mon truc. Il a souri légèrement. Eh bien, votre souci du détail est sur le point de vous faire économiser beaucoup d'argent et de maux de tête. Avec ces preuves, nous pouvons demander un divorce pour faute. L'adultère est toujours un motif valable dans cet État. Cela affecte la pension alimentaire, la division des biens, tout. Bien. Je veux agir vite. À quelle vitesse? J'ai déjà gelé les comptes conjoints. Elle a probablement compris maintenant. Je veux que les papiers soient déposés d'ici la fin de la semaine. Philippe s'est adossé à sa chaise, m'étudiant. Vous comprenez que ça va devenir moche. Elle va riposter. Laissez-la se battre. Et la voix diplomatique? Non. Il a hoché la tête. D'accord. Je rédige la requête aujourd'hui. Nous inclurons les preuves d'adultère, demanderons des ordonnances restrictives temporaires sur les mouvements d'actifs et déposerons une demande de dissolution complète. Vous devrez être prêt pour sa réponse. Je suis prêt. Nous nous sommes serrés la main. J'ai quitté son bureau en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. La machine était en marche. Légal, méthodique, irréversible. Quand je suis retourné à ma voiture, j'avais 14 appels manqués d'Angela. Je les ai tous supprimés sans les écouter. Elle voulait mon attention. Maintenant, elle l'avait, juste pas le genre qu'elle attendait. Angela m'attendait quand je suis rentré ce soir-là. Pas dans la cuisine, pas à l'étage, mais dans le salon, assise sur le canapé, les bras croisés et le visage figé dans cette expression que j'avais vue 1000 fois auparavant. Celle qui disait qu'elle était la personne raisonnable et que j'étais difficile. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit dès que j'ai franchi la porte. J'ai posé ma mallette, enlevé ma veste et l'ai accrochée au porte-manteau. À propos de quoi? Ne joue pas à l'idiot, Paul. Tu sais exactement de quoi. Je suis passé devant elle pour aller dans la cuisine, j'ai ouvert le réfrigérateur et sorti une bouteille d'eau.
Elle m'a suivi, ses talons claquant sur le carrelage. Tu m'as bloqué l'accès à nos comptes, a-t-elle dit, la voix montant. As-tu une idée à quel point c'était embarrassant? Ma carte a été refusée chez Wolfus devant des gens que je connais. J'ai bu une gorgée d'eau, je l'ai regardé calmement. Tu aurais dû garder un fonds d'urgence séparé. La base de la planification financière. Son visage a rougi. C'est notre argent, Paul. Tu ne peux pas juste me bloquer l'accès. En fait, je peux. Et je l'ai fait. Pourquoi? Parce que je t'ai dit la vérité? Parce que j'ai été honnête? J'ai posé la bouteille d'eau sur le comptoir. Tu appelles ça de l'honnêteté? M'asseoir à dîner, avoir un sourire narquois en me disant que tu m'as trompé et que tu le referais? Ce n'est pas de l'honnêteté, Angela. C'est de la cruauté. Je pensais que tu pourrais le gérer. Tu es toujours si calme, si contrôlé. Je pensais que tu ne t'en soucierais même pas. Tu pensais mal. Elle s'est approchée, sa voix tombant dans quelque chose de presque suppliant. Paul, allez. C'était une erreur. Une nuit, ça ne voulait rien dire. Alors pourquoi as-tu dit que tu le referais? Elle a hésité. Je ne sais pas. J'étais en colère. Je me sentais piégé. Tu travailles tout le temps, toujours concentré sur tout sauf moi. Donc, tu m'as trompé. J'ai fait une erreur. Non, ai-je dit en croisant son regard. Tu as fait un choix, et maintenant je fais le mien. Son expression a changé, la peur s'insinuant derrière la colère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu devrais probablement te trouver un avocat. La couleur a quitté son visage. Un avocat? Paul, tu n'es pas sérieux. Mortellement sérieux. Tu ne peux pas jeter 26 ans par la fenêtre pour une nuit. J'ai repris mon eau et je me suis dirigé vers l'escalier. Je ne jette rien. C'est toi qui l'as déjà fait. Paul, attends. Je me suis arrêté, je me suis retourné. Tu sais ce qui est le pire? Ce n'est pas la tromperie. C'est que tu pensais que j'étais trop faible pour faire quoi que ce soit. Tu pensais pouvoir me le dire en face, me regarder rester assis et encaisser, et qu'ensuite nous retournerions à la normale, comme si j'étais une sorte de paillasson. Je n'ai jamais dit ça. Tu n'avais pas besoin de le dire. Je suis monté, j'ai fermé la porte de la chambre et je l'ai verrouillée derrière moi. Je pouvais l'entendre faire les 100 pas dans le couloir, sa respiration lourde. Finalement, elle a frappé. Paul, ouvre la porte. Je n'ai pas répondu. Paul, s'il te plaît, on peut arranger ça. J'ai sorti mon téléphone, ouvert le dossier avec les enregistrements et j'ai écouté. Sa voix claire comme de l'eau de roche, j'ai eu une aventure d'un soir, et honnêtement, je recommencerai. J'ai sauvegardé le fichier une fois de plus juste pour être sûr. Puis je me suis allongé sur le lit et j'ai fermé les yeux. Demain, Philippe déposerait les papiers. D'ici la fin de la semaine, Angela serait signifiée par un huissier. Et d'ici la fin du mois, elle réaliserait que le mari calme et contrôlé qu'elle tenait pour acquis se préparait tranquillement à démanteler tout ce qu'elle pensait pouvoir contrôler. Elle voulait de l'honnêteté. Elle allait en avoir plus qu'elle ne l'avait imaginé. Mercredi après-midi, l'enveloppe est arrivée. Une enveloppe Kraft simple. Pas d'adresse de retour, juste le logo d'un laboratoire dans le coin. Je l'attendais, vérifiant la boîte aux lettres 2 fois par jour comme un adolescent nerveux attendant ses lettres d'admission à l'université. Je l'ai ouverte dans ma voiture, garée à 3 pâtés de maison de chez nous. À l'intérieur se trouvaient 2 rapports de laboratoire imprimés sur papier à en-tête officielle avec numéro de dossier et horodatage. Clinique, indiscutable. Le premier test montrait ce à quoi je m'attendais. Logan, notre fils, 29 ans, policier, ma fierté et ma joie. Probabilité de paternité de 99,9%. Mon sang, mon ADN, mon fils. Le deuxième test était différent. Nathalie, 22 ans, diplômée de l'université, la fille que j'avais accompagnée lors de son premier jour de maternelle, à qui j'avais appris à faire du vélo, dont j'avais fait fuir les mauvais petits amis. Probabilité de paternité de 0%. Exclu comme père biologique. Je suis resté assis là pendant 10 minutes, fixant les mots. Une partie de moi s'en doutait. Nathalie avait toujours eu une apparence différente, agi différemment. La famille d'Angela disait qu'elle tenait du père d'Angela, et j'avais accepté cette explication pendant 22 ans.
Mais la chronologie m'avait toujours dérangé. Angela était allée à une conférence professionnelle à Atlanta 9 mois avant la naissance de Nathalie. Elle en était revenue différente, distante. J'avais refoulé ça, me disant que j'étais paranoïaque. Maintenant, j'avais la preuve. Mes mains étaient stables quand j'ai sorti mon téléphone et appelé Philippe. J'ai autre chose, ai-je dit quand il a répondu. Résultat ADN. Nathalie n'est pas de moi. Silence à l'autre bout du fil. Vous en êtes certain? Le labo l'a confirmé. J'ai testé les 2 enfants. Logan est le mien. Nathalie ne l'est pas. Cela change les choses. Comment voulez-vous gérer ça? J'ai regardé le rapport à nouveau, les chiffres qui réécrivaient 22 ans de ma vie. Je ne le dis pas à Nathalie. Pas encore. Elle ne mérite pas de voir son monde détruit à cause des choix de sa mère. Mais je veux ça dans le dossier de divorce. Je veux qu'Angela sache que je sais. Ce sera une sacrée carte à jouer. C'est elle qui a distribué les cartes. Je suis rentré chez moi. La voiture d'Angela n'était pas dans l'allée, ce qui m'arrangeait. Je suis allé dans mon bureau, j'ai scanné les rapports ADN et je les ai ajoutés au dossier grandissant que Philippe présenterait au tribunal. Puis je me suis assis à mon bureau et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai pleuré. Pas pour Angela, pas pour le mariage. Pour Nathalie, la petite fille qui m'appelait papa depuis 22 ans. Qui appelait encore tous les dimanches pour parler de sa semaine, qui m'avait demandé de la conduire à l'hôtel un jour. La biologie ne changeait rien à ce que nous avions construit. J'étais son père de toutes les manières qui comptaient. Mais Angela nous avait volé quelque chose à tous les deux, avait menti chaque jour pendant plus de 2 décennies. Et cette trahison coupait plus profondément que tout le reste. Quand Angela est rentrée ce soir-là, j'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner. Elle est entrée prudemment, comme si elle approchait un animal sauvage. Paul, dit-elle doucement. Peut-on parler s'il te plaît? J'ai préparé mon assiette, sans la regarder. Rien à dire. Il y a tout à dire. C'est notre mariage, notre famille. Je me suis tourné pour lui faire face. Parle-moi d'Atlanta. Son visage est devenu blanc. Quoi? Il y a 23 ans. Cette conférence professionnelle où tu es allé à Atlanta. Parlement. Elle a dégluti difficilement. Je ne comprends pas ce que ça a à voir avec. Qui est le père de Nathalie, Angela? Le silence qui a suivi était assourdissant. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Aucun mot n'est sorti. C'est bien ce que je pensais, ai-je dit, et je suis passé devant elle avec mon assiette. Derrière moi, je l'ai entendu commencer à pleurer. Mais je ne me suis pas arrêté. Je ne l'ai pas réconfortée. Je ne lui ai pas donné l'absolution qu'elle voulait. Elle avait eu 22 ans pour me dire la vérité. Maintenant, elle allait devoir vivre avec les conséquences. Jeudi matin, Logan s'est présenté à mon bureau. Il était en uniforme, insigne et arme visible. Cette expression sérieuse que les flics portent quand ils sont sur le point d'annoncer une mauvaise nouvelle ou de poser des questions difficiles. Mon assistante m'a prévenu. Paul, votre fils est là pour vous voir. Fais-le entrer. Logan a fermé la porte derrière lui. Il ne s'est pas assis. Il est juste resté là, les bras croisés, me regardant comme il regardait probablement les suspects. Papa, qu'est-ce qui se passe? Je me suis adossé à ma chaise. Ta mère ne t'a rien dit? Elle m'a appelé en pleurant hier soir. Quelque chose à propos de tests ADN et d'Atlanta. Elle n'était pas très cohérente. J'ai affiché le rapport scanné sur mon ordinateur, tourné l'écran vers lui. Nathalie n'est pas biologiquement de moi. Il a fixé le rapport pendant un long moment. Puis il s'est assis lourdement sur la chaise en face de mon bureau. Bon sang. Ouais. Est-ce que Nathalie le sait? Pas encore. Je ne veux pas qu'elle le sache tant que je n'ai pas trouvé comment lui dire. Si je lui dis. Logan s'est passé une main sur le visage. C'est dingue. J'ai vu maman avec ce type il y a 1 an et maintenant ça. Depuis combien de temps ment-elle? 22 ans apparemment. Il a levé les yeux vers moi et j'ai vu quelque chose dans son regard que je n'avais jamais vu auparavant. De la colère. Une colère brute et protectrice. Je suis désolé, papa. J'aurais dû dire quelque chose quand je l'ai vu. J'aurais dû. Ce n'est pas de ta faute,
fils. C'est de la sienne. Quand même. Tu ne méritais rien de tout ça. Nous sommes restés assis en silence un moment. Puis Logan s'est redressé. Sa mâchoire s'est serrée. Je suis avec toi. Quoi que tu aies besoin. Maman a fait ses choix. Tu es mon père. C'est tout. J'apprécie ça. Et pour Nathalie? Quand vas-tu lui dire? Je ne sais pas encore. Peut-être jamais. Elle n'a pas besoin de porter ça. Logan a hoché la tête lentement. Elle finira par le découvrir. Maman le lui dira probablement elle-même. Pour essayer d'obtenir de la sympathie. Laisse-la essayer. Nathalie est intelligente. Elle verra clair dans son jeu. Tu vas garder une relation avec Nat après tout ça? J'ai croisé son regard. C'est ma fille. La biologie ne change rien à ça. Je l'ai élevée. Je l'aime. Les mensonges d'Angela n'effacent pas 22 ans. L'expression de Logan s'est adoucie. Bien, parce que Nat t'adore. Ça a toujours été le cas. Je sais. Il s'est levé, ajustant sa ceinture de service. Je dois retourner au travail. Mais papa, sérieusement, quoi que tu aies besoin, tu m'appelles. Jour ou nuit. Nous nous sommes serrés la main. Puis il m'a attiré dans une étreinte. Le genre d'étreinte que les hommes se donnent quand les mots ne suffisent pas. Quand je l'ai lâché, il m'a regardé une dernière fois. Maman pensait que tu étais faible parce que tu es calme. Mais je t'ai observé toute ma vie. Tu es l'homme le plus fort que je connaisse. Après son départ, je suis resté seul dans mon bureau, fixant le vide. Mon fils me soutenait. Ma fille, biologique ou non, était toujours ma fille. Et Angela était sur le point de découvrir que détruire une famille a des conséquences. L'huissier de justice serait à la maison dans 2 heures. Ce soir, elle tiendrait les papiers du divorce. La semaine prochaine, elle serait assise en face de son propre avocat, essayant de comprendre à quel point elle avait mal calculé son coup. Et j'avancerais sans elle, sans les mensonges. Enfin libre. La chute d'Angela s'est accélérée au cours de la semaine suivante. J'ai observé cela à distance grâce aux SMS de Logan, aux appels des voisins, au rapport du cabinet de Philippe. Elle était devenue erratique, désespérée, faisant des mouvements qui ne faisaient que creuser son trou plus profondément. D'abord, elle a essayé d'accéder à nos comptes de retraite, les a trouvés bloqués, a appelé la société d'investissement, a exigé qu'ils rétablissent son accès. Ils l'ont renvoyée vers leur service juridique. Le service juridique l'a renvoyée vers moi. Elle m'a laissé 8 messages vocaux ce jour-là seulement. Je n'en ai écouté aucun. Ensuite, elle est allée à notre country club, celui dont nous étions membres depuis 15 ans. Elle a essayé de faire passer le déjeuner sur notre compte. La carte a été refusée. Elle a fait une scène. Selon Margaret du bureau de Philippe, dont la sœur travaillait là-bas, elle a haussé le ton sur l'hôtesse, exigé de parler au directeur, prétendu que je la maltraitais financièrement. Ils lui ont poliment demandé de partir. Le mercredi, elle avait engagé un avocat. Pas un bon. Un type nommé Rick Brennan, qui faisait de la pub sur les bancs d'arrêt de bus et sur le câble tard le soir. Philippe a dit qu'il s'était renseigné sur lui. 3 ans après l'école de droit, s'occupait surtout de conduite en état d'ivresse et de petites créances. Se mesurer à Philippe, c'était comme apporter un couteau à beurre dans une fusillade. Jeudi après-midi, j'ai reçu un appel de Nathalie. Elle était rentrée de Chicago en avion, où elle travaillait à son premier vrai emploi après l'université. Coordinatrice marketing pour une start-up technologique. Elle avait l'air épuisée. Papa, on peut se voir quelque part? Juste toi et moi. Nous nous sommes retrouvés dans un café du centre-ville, le genre avec des briques apparentées délateurs de prix. Nathalie avait l'air fatiguée, les yeux rouges comme si elle avait pleuré dans l'avion. Maman m'a appelé, a-t-elle dit après que nous nous soyons assis. Elle m'a dit que tu divorçais à cause d'une seule erreur. Elle a dit, tu es vindicatif et cruel. J'ai bu mon café, j'ai attendu. Ensuite, j'ai appelé Logan. Il m'a dit la vérité sur la liaison. Sur les mensonges. Sur. Elle s'est arrêtée, a dégluti difficilement. Sur Atlanta. Sur le test ADN. Mon cœur s'est serré. Logan n'aurait pas dû te dire ça. Si, il le devait. Je mérite de savoir.
Elle m'a regardé directement, les larmes commençant à monter. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce que tu n'avais pas besoin de porter ce poids. Je ne suis plus une enfant, papa. J'ai 22 ans. Je peux gérer la vérité. Le peux-tu? Elle a essuyé ses yeux. Je ne sais pas. En ce moment, j'ai l'impression que toute ma vie a été un mensonge. Mais cela ne change pas ce que je ressens pour toi. Nathalie. Tu es mon père, a-t-elle dit fermement, la voix brisée mais forte. Je me fiche de ce que dit un test ADN. C'est toi qui m'as appris à faire du vélo, qui as assisté à chaque récital de danse, chaque match de volley, chaque réunion parents-prof. C'est toi qui m'as aidé à emménager dans ma chambre universitaire et qui a pleuré quand tu as dit au revoir. C'est ça qui compte. J'ai tendu la main à travers la table, j'ai pris la sienne. Tu es ma fille. Rien ne change cela. Est-ce que le père biologique le sait? Je ne sais même pas qui c'est. Ta mère ne l'a jamais dit. Elle a retiré sa main, la colère brillant dans ses yeux. Bien sûr qu'elle ne l'a pas dit, parce que c'est une lâche. Elle a eu 22 ans pour nous dire la vérité à tous les deux et elle a choisi de continuer à mentir. Je suis désolé que tu aies dû l'apprendre de cette façon. Je ne le suis pas. Je suis content de savoir, parce que maintenant je comprends pourquoi tu fais ça. Ce n'est pas une question de vengeance ou de cruauté. C'est une question de respect de soi. Tu mérites mieux que ce qu'elle t'a donné. Nous avons parlé pendant une autre heure. Elle m'a parlé de son travail, de son appartement, du gars qu'elle voyait. Une conversation normale père-fille malgré les circonstances anormales. Quand nous nous sommes serrés dans les bras pour nous dire au revoir sur le parking, elle s'est accrochée fort. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma chérie. Je ne vais pas voir maman pendant un moment. Je ne peux pas. Pas tant que je n'aurai pas compris comment digérer tout ça. C'est ton choix. Je ne t'influencerai pas dans un sens ou dans l'autre. Elle a reculé, m'a regardé avec quelque chose ressemblant à de l'admiration. Logan avait raison. Tu es plus fort que ce que tout le monde pense, y compris maman. Après son départ, je suis resté assis dans ma voiture pendant un long moment. Ma fille, biologique ou non, m'avait choisi. Mon fils assurait mes arrières, et Angela découvrait que brûler les ponts voulait se coincer du mauvais côté de la rivière. Philippe a appelé ce soir-là. L'avocat d'Angela a déposé une réponse, niant l'adultère, affirmant que la réconciliation est possible, demandant une pension alimentaire. Laissez-le demander. Nous avons des preuves qui disent le contraire. D'accord. Nous déposerons notre contre-requête lundi. En attendant, son avocat veut nous rencontrer. Discussion de règlement? Déjà. Il sait qu'ils vont perdre. Il essaie de minimiser les dégâts. Pas de règlement. Ça va au tribunal. Vous êtes sûr? Cela coûtera plus cher. Prendra plus de temps. Je suis sûr. Elle voulait jouer à des jeux. Maintenant, elle va voir comment il se termine. La semaine suivante, les amis d'Angela ont commencé à l'abandonner. J'en ai entendu parler par Karen, mon assistante, dont le mari jouait au golf avec Tom Reynolds, dont la femme, Linda, était dans le club de lecture d'Angela. Les réseaux d'information des petites villes sont meilleurs que n'importe quel système de surveillance. Linda avait apparemment confronté Angela lors de leur réunion du mardi, lui demandant carrément des comptes sur la liaison, sur le divorce, sur la véracité des rumeurs. Angela avait essayé de manipuler la situation, se peignant comme la victime de mon comportement contrôlant. Mais le mari de Linda était avocat, et elle avait vu assez de cas de divorce pour reconnaître le manuel du parfait tricheur. Si tu as menti à ton mari pendant aussi longtemps, a dit Linda, comment savoir si tu ne nous as pas menti aussi? Le club de lecture l'a exclu par 8 voix contre 1, seule sa cousine Émilie étant en désaccord. Sa partenaire de tennis, Diane, lui a envoyé un SMS disant qu'elle devait se concentrer sur d'autres priorités. Traduction, elle ne voulait pas être associée au scandale. Même sa coiffeuse, selon les sources de Karen, était soudainement devenue complète quand Angela a essayé de prendre rendez-vous. Angela vivait quelque chose qu'elle n'avait jamais eu à affronter auparavant. Des conséquences. De vraies conséquences, l'exil social, la pression financière, la froide réalité que les actions ont des répercussions. Le vendredi, elle m'avait laissé 17 messages vocaux et 2 fois plus de SMS. Je n'en avais lu aucun. Philippe m'avait conseillé de continuer ainsi.
Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Laissez son avocat gérer la communication. Ce soir-là, j'ai dîné avec Logan et sa femme, Sarah, chez eux à l'autre bout de la ville. Nathalie était repartie à Chicago, mais a appelé en vidéo. C'était surréaliste d'être assis là avec mes enfants, parlant de leur mère comme si elle était une étrangère que nous avions connue autrefois. Elle n'arrête pas de m'appeler, a dit Sarah. Elle était infirmière, pragmatique et directe. Exactement le genre de femme dont Logan avait besoin. Elle me demande de convaincre Logan de te parler pour te faire changer d'avis. Je lui ai dit que je ne m'en mêlais pas, a dit Logan. Bien. Ce n'est pas ton problème, chérie. Le visage de Nathalie sur l'écran du téléphone semblait pensif. Pensez-vous qu'elle essaiera de contacter le père biologique? Pour l'utiliser contre toi d'une manière ou d'une autre? Elle pourrait, ai-je dit, mais ça ne changera rien. Je t'ai élevé. La loi le reconnaît. Même si elle le trouve, cela ne change pas la procédure de divorce. Et pour l'argent? A demandé Sarah. Je veux dire, tu l'as bloqué de partout. De quoi vit-elle? Elle a ses propres cartes de crédit. Celles dont je ne connaissais pas l'existence, apparemment. Philippe a trouvé des relevés montrant environ 75 000 € de dette. J'ai bu une gorgée d'eau. Elle a dépensé de l'argent que nous n'avions pas pour un style de vie qu'elle ne pouvait pas se permettre. Quand ces factures arriveront à échéance, ce sera son problème. Logan a secoué la tête. Je n'arrive pas à croire que j'ai grandi en pensant que vous aviez un bon mariage. Nous en avons eu un, pendant un moment. Puis non. Je suis juste resté silencieux trop longtemps. Tu n'étais pas silencieux, a dit Nathalie depuis l'écran. Tu étais patient. Il y a une différence. Après le dîner, Logan m'a raccompagné à ma voiture. L'air de la nuit était frais. Les étoiles visibles au-dessus des lampadaires. Papa, je dois te demander. Est-ce que tu vas bien? Vraiment bien? J'ai réfléchi à la question. Tu sais quoi? Oui, je vais bien. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas l'impression de marcher sur des œufs. Je ne me demande pas dans quelle humeur elle sera, si elle me ment, si je suis fou d'avoir des soupçons. Je vis juste ma vie. C'est paisible. Bien. Tu mérites la paix. Toi aussi. Et Nathalie aussi. Et Sarah aussi. Les choix de ta mère ne doivent pas nous empoisonner tous. Il m'a serré dans ses bras à nouveau. Cette étreinte solide qui me rappelait que j'avais élevé un homme bien. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, fils. En rentrant chez moi, dans mon appartement temporaire, j'ai réalisé quelque chose. Angela avait passé des semaines à essayer de me briser, à essayer de me faire regretter d'avoir demandé le divorce, à essayer de manipuler nos enfants pour qu'ils prennent son parti. Mais chaque mouvement qu'elle faisait ne faisait qu'éloigner les gens davantage. Elle était sa propre pire ennemie, et je n'avais rien à faire d'autre que de rester ferme et de la laisser se détruire elle-même. La justice, ai-je appris, ne nécessite pas toujours d'action. Parfois, elle ne nécessite que de la patience. L'audience de divorce était prévue pour un mardi matin fin octobre. Philippe m'avait prévenu que cela n'irait peut-être même pas jusqu'au procès si l'avocat d'Angela avait un peu de bon sens. Mais Rick Brennan croyait apparemment pouvoir accomplir un miracle sans preuve et avec une cliente coupable. La salle d'audience était plus petite que je ne l'imaginais. Boiseries, néons, un drapeau américain dans le coin. La juge Patricia Harmon présidait, une femme dans la soixantaine aux cheveux gris acier et à la réputation de rendre des jugements sans fioriture. Angela était assise à l'autre table avec Brennan, portant une robe bleu marine conservatrice et des bijoux discrets. Le costume de l'épouse lésée. Elle m'a jeté un coup d'œil quand je suis entré. Je ne l'ai pas reconnue. Philippe a exposé notre dossier méthodiquement. Il a présenté les images de sécurité des aveux d'Angela, les relevés bancaires montrant ses dépenses secrètes, les reçus d'hôtel, les SMS avec Travis Keller remontant à 9 mois. Chaque preuve était horodatée, documentée, irréfutable. Puis il a présenté les résultats ADN. Votre honneur, nous avons la confirmation laboratoire que la fille de la défenderesse, Nathalie Garrison, n'est pas biologiquement liée à mon client. Madame Garrison a dissimulé cette information pendant 22 ans, maintenant un schéma de tromperie qui s'étend bien au-delà de l'adultère récent. Le visage d'Angela est devenu blanc. Brennan avait l'air d'avoir reçu une brique sur la tête. Il s'est levé, fouillant dans ses notes. Votre honneur,
c'est eux. C'est une information hautement préjudiciable qui n'a aucune incidence sur la dissolution actuelle. Cela a toute son incidence, l'interrompit Philippe avec fluidité. Cela témoigne du caractère de Madame Garrison, de sa volonté de tromper et de son mépris total pour la sainteté du mariage et de la famille. Ce n'était pas une erreur ou un moment d'égarement. C'était une malhonnêteté calculée et soutenue s'étendant sur des décennies. La juge Harmon a étudié le rapport ADN. Puis elle a regardé Angela. Madame Garrison, saviez-vous que l'enfant n'était pas de votre mari? L'avocat d'Angela lui a chuchoté quelque chose. Elle a hoché la tête, parlé doucement. Oui, votre honneur. Et vous ne l'avez jamais divulgué à votre mari? Non, votre honneur. 22 ans de tromperie. Le ton de la juge était plat, désapprobateur. Elle a posé le document. Continuez, maître Crane. Philippe a souri légèrement. Votre honneur, compte tenu des preuves d'adultère, de la tromperie soutenue et de la dette personnelle importante de Madame Garrison s'élevant à 75 000 €, nous demandons un constat de faute, le refus de la pension alimentaire et une répartition équitable des actifs pondérés en faveur de mon client. Brennan a essayé de se ressaisir, a appelé Angela à la barre, lui a fait expliquer à quel point notre mariage avait été difficile, comment j'étais émotionnellement distant, comment elle avait commis une seule erreur regrettable. Elle a pleuré sur commande, s'est tamponné les yeux avec un mouchoir. La juge Harmon semblait peu impressionnée. Puis Philippe a mené le contre-interrogatoire. Il était chirurgical, précis, ne lui laissant nulle part où se cacher. Madame Garrison, vous avez témoigné avoir commis une seule erreur. Combien de fois avez-vous rencontré Monsieur Keller? Je ne me souviens pas exactement. Nous avons la documentation de 17 visites d'hôtel distinctes sur 8 mois. Cela vous rafraîchit la mémoire? Son avocat a objecté. La juge l'a rejeté. Et Madame Garrison, lorsque vous avez découvert que vous étiez enceinte de Nathalie, avez-vous tenté de déterminer la paternité? J'ai supposé. Oui ou non? S'il vous plaît. Non. Donc, pendant 22 ans, vous avez permis à votre mari d'élever et de soutenir financièrement un enfant que vous saviez ne pas être le sien sans jamais lui donner la possibilité de connaître la vérité. Elle n'a pas répondu. Elle fixait juste ses mains. Pas d'autres questions, votre honneur. Il a fallu moins de 20 minutes à la juge pour délibérer. À son retour, son expression racontait l'histoire avant qu'elle ne parle. Je statue en faveur du plaignant. Mariage dissous pour cause d'adultère. Aucune pension alimentaire accordée. Actif à diviser 60/40 en faveur de Monsieur Garrison. Madame Garrison est responsable de toutes les dettes personnelles contractées en son nom. La garde des enfants mineurs n'est pas applicable. Monsieur Garrison conserve tous les avantages de retraite et de pension accumulés pendant le mariage. Le visage d'Angela s'est effondré. Brennan a commencé à se lever, probablement pour faire objection, mais la juge a levé la main. Cette affaire est close. Les papiers seront déposés d'ici la fin de la journée. C'était fini. À l'extérieur du tribunal, Philippe m'a serré la main. C'était l'une des victoires les plus nettes que j'ai eues depuis des années. Félicitations. Merci. Que allez-vous faire maintenant? J'ai regardé le ciel. Clair et bleu malgré le froid automnal. Vivre ma vie. Enfin. 10 mois plus tard, je me tenais dans le jardin de ma nouvelle maison, plus petite que l'ancienne, mais rien qu'à moi, regardant Logan m'aider à assembler un nouveau barbecue. Nathalie était à l'intérieur en train de préparer une salade de pommes de terre, et Sarah installait les meubles de patio que nous avions achetés la semaine dernière. La vie s'était installée dans quelque chose que je reconnaissais à peine, paisible, simple, à moi. Le divorce avait été finalisé en novembre. Angela a déménagé dans un petit appartement à l'autre bout de la ville, a commencé à travailler comme réceptionniste dans un cabinet dentaire. Ses amis ne sont jamais revenus. Sa dette l'a suivie comme une ombre. J'ai entendu par Logan qu'elle avait essayé de contacter Travis Keller, mais il avait bloqué son numéro. Il s'avère que les partenaires d'adultère ne restent généralement pas dans les parages lorsque le fantasme devient réalité. J'avais vendu l'ancienne maison. Divisé le produit selon l'ordonnance du tribunal. Acheter cet endroit comptant, pas d'hypothèque, pas de lien avec le passé. 3 chambres, un jardin décent, un quartier calme. Tout ce dont j'avais besoin et rien de superflu. Passe-moi cette clé, a dit Logan en pointant du doigt. Je la lui ai passée,
l'observant serrer le dernier boulon de l'assemblage du barbecue. Merci pour ton aide là-dessus. Pas de problème, papa. On fait griller quoi de toute façon? Des steaks. Les bons. Sympa. Nathalie est sortie portant un bol, suivie de Sarah avec des assiettes en carton. C'est prêt quand vous voulez. Nous nous sommes assis autour de la nouvelle table de patio, tous les 4 mangeant et parlant de choses sans importance. Le nouveau travail d'infirmière de Sarah. La promotion de Logan au poste de détective. La présentation à venir de Nathalie au travail. Une conversation familiale normale, le genre qui m'avait manqué pendant des années. As-tu eu des nouvelles de maman? A finalement demandé Nathalie, son ton soigneusement neutre. Non. Et toi? Elle m'a envoyé un texto la semaine dernière, a demandé si on pouvait se voir pour un café. Qu'est-ce que tu as répondu? Que je n'étais pas encore prête. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Elle a piqué dans sa salade. C'est terrible? C'est honnête, ai-je dit. C'est tout ce que tu peux être. Logan a levé sa bière. À l'honnêteté. Et à papa, qui nous a montré à quoi ressemble l'intégrité même quand c'est difficile. Nous avons entrechoqué bouteille et verre. Sarah m'a souri. As-tu pensé à faire des rencontres? Sarah a averti Logan. Quoi? C'est une question légitime. Ce n'est pas un moine. J'ai ri. Peut-être un jour. Pour l'instant, je profite juste du calme. Le calme est surcoté, a dit Nathalie en souriant. Tu devrais te lancer. Tu es une bonne prise, papa. Contrôleur de gestion, propriétaire de sa maison, bon score de crédit. Tu es fondamentalement une licorne sur le marché des rencontres. Je garderai ça à l'esprit. Mais la vérité était que je n'étais pas pressé. Pendant 26 ans, j'avais structuré ma vie autour des besoins, des humeurs et des exigences de quelqu'un d'autre. Maintenant, j'avais le temps de comprendre ce que je voulais vraiment. Qui j'étais sans le poids d'un mariage en perdition qui me tirait vers le bas. Plus tard, après que tout le monde soit parti et que le soleil se couchait, je me suis assis sur mon porche arrière avec une bière et mon téléphone. J'ai regardé les photos d'aujourd'hui. Logan riant à quelque chose que Sarah avait dit. Nathalie avec de la salade de pommes de terre sur le nez. Des moments normaux. Des moments heureux. Je pensais parfois à Angela. Je me demandais si elle comprenait maintenant ce qu'elle avait jeté. Probablement pas. Les gens comme elle le font rarement. Ils sont trop occupés à réécrire l'histoire, à se faire passer pour la victime, refusant d'accepter que leurs choix ont des conséquences. Mais ce n'était plus mon problème. J'avais passé 8 mois à planifier ma sortie, à documenter les preuves, à monter un dossier. Et le moment venu, je l'avais exécuté avec précision. Pas de cris, pas de drame, juste le démantèlement calme et méthodique d'une vie qui avait été construite sur des mensonges. Mon téléphone a vibré. Un texto de Philippe. J'ai croisé l'avocat d'Angela aujourd'hui. Il a demandé de vos nouvelles. Je lui ai dit que vous alliez très bien. Il a dit qu'Angela avait du mal. J'ai pensé que vous devriez le savoir. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai supprimé. Ces difficultés n'étaient plus mon problème. J'étais libre. Vraiment libre. Et cette liberté valait plus que 26 ans de faux-semblants ne pourraient jamais valoir. La nuit était fraîche. Les étoiles commençaient à apparaître au-dessus des arbres. J'ai fini ma bière, je suis rentré et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Demain, j'irai travailler, je déjeunerai avec Karen, qui était devenue une véritable amie au cours des derniers mois, peut-être que j'irai à la salle de sport. Des choses simples, des choses paisibles, mes choses à moi. Angela avait voulu me détruire avec ses aveux. Au lieu de cela, elle m'avait libéré, et je ne m'étais jamais senti aussi fort de ma vie.